Alors, du coup, merci Laurent pour votre confirmation pour cette interview. Donc, je vais vous laisser vous présenter et puis présenter l'association. Euh, Avant tout ça, moi, j'aurais fait une petite présentation aussi dans le podcast, mais voilà, ce serait intéressant que vous puissiez tout simplement nous présenter cette association, Les Papillons. C'est quoi sa mission? Ben, d'accord, pas de souci. Ben, merci Aurélia. Moi, je suis Laurent Boyer. Je suis le président fondateur de l'association Les Papillons. C'est une association que j'ai fondée en 2018. Le but de l'association, c'est d'installer des boîtes aux lettres papillons dans les écoles, dans les clubs de sport, pour permettre aux enfants de libérer leur parole de toutes les formes de violence dont ils sont victimes. Et moi, j'ai créé cette association pour faire écho à mon histoire. Moi-même, j'ai été victime de viol dans mon enfance, de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 9 ans. Et quand j'étais victime, pour moi, c'était impossible de dire ce que mon frère me faisait. Il m'a fallu 30 ans pour libérer ma parole et je l'ai fait par un moyen que j'aime bien, c'est-à-dire l'écrit. Et en libérant ma parole et ensuite avec toutes les interviews que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que c'était ça qui manquait en fait aux enfants, notamment les plus jeunes, c'est ce maillon de la libération par l'écrit qui est inexistant. Il existe des très très belles choses comme le 119, mais pour les enfants les plus jeunes qui n'ont pas de téléphone portable, c'est compliqué. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on a créé l'association Les Papillons et c'est pour ça qu'on essaie de se déployer un peu partout sur le territoire. Ok. Euh, alors justement, parce que là, vous avez évoqué la difficulté pour ces enfants finalement de communiquer et d'exprimer ce qui se passe très souvent chez eux, mais même si ça peut être dans un autre cadre. Est-ce qu'il y a des problèmes spécifiques que vous abordez par rapport aux violences? Est-ce que vous êtes focalisé sur un type de violence? Est-ce que c'est tout type de violence? Alors, on a vraiment ouvert la boîte aux lettres papillon à toutes les différentes formes de violence. Et quand on fait notre sensibilisation aux enfants, quand on installe une boîte aux lettres papillon dans une école, eh bien, on leur parle des différentes infractions que malheureusement, ils peuvent peut-être être amenés à rencontrer. On leur parle des violences physiques, des violences psychologiques, on leur parle du harcèlement en milieu scolaire, du cyberharcèlement, et on Mm. leur parle aussi des violences sexuelles sur la notion mon corps m'appartient et donc le corps de l'autre lui appartient aussi, les notions de consentement. On essaie vraiment d'aborder toutes les différentes thématiques et je dirais tant mieux puisque finalement, la première raison pour laquelle les enfants écrivent dans nos boîtes aux lettres papillons, c'est à cause du harcèlement scolaire qui représente quasiment la moitié des mots qu'on reçoit. Ensuite, on a les violences physiques qui sont pour beaucoup à l'école, entre camarades et parfois un peu fortes, mais on a aussi des violences intrafamiliales, des violences physiques intrafamiliales, des punitions très violentes. Et puis, on a la dernière catégorie pour lesquelles les enfants nous écrivent, c'est les violences sexistes et sexuelles. Et lorsqu'on parle vraiment de violences sexuelles, elles sont toujours intrafamiliales, toujours à caractère incestueuse. Mm. Et justement, donc vous parliez que vous installiez ces boîtes aux lettres dans les écoles et que vous expliquiez, donc il y a comme une sorte de formation en fait avant d'installer tout ça. Oui, nous, en fait, on signe nos conventions avec les municipalités, toutes ces municipalités qui nous sollicitent un peu partout en France. Et quand une municipalité signe avec nous une convention, elle doit désigner plusieurs catégories de personnes, notamment la personne qui va servir de personne référente entre le dispositif et l'association. Elle doit désigner les personnes de confiance qui, au moins 2 fois par semaine, doivent récupérer les mots dans les boîtes aux lettres pour les scanner et les envoyer via une adresse mail sécurisée à l'association. Mm. Généralement, ce sont des policiers municipaux. Et elle doit aussi effectivement désigner ce qu'on appelle nous la personne ressource, c'est-à-dire la personne qui va aller expliquer le dispositif aux enfants, mais que nous, on va former à savoir expliquer ce dispositif aux enfants. Elle le fera sur la base d'un diaporama vidéo. Et puis, on va aussi la former à la détection des signaux de maltraitance et au recueil de la parole, parce qu'il est important pour nous que cette personne soit en capacité de pouvoir répondre à une volonté de libération de parole par l'oral que pourrait faire un enfant après avoir été sensibilisé. Donc pour nous, il est important que cette personne ait les premières clés en matière de recueil de libération de la parole. Mm. Et alors justement, si moi par exemple j'ai envie de proposer ce dispositif à ma commune dans les écoles, est-ce que c'est possible? Comment est-ce que ça se passe en fait? Oui, alors la plupart du temps, les personnes qui font ça sont les personnes qui ont adhéré à l'association. Mm. L'année dernière, on a fini l'année dernière avec plus de 500 bénévoles et d'ores et déjà cette année, puisque les adhésions sont pour une année pleine, d'ores et déjà cette année, on en est à quasiment 270 adhérents.
Et en fait, nous, on fait une petite formation, une e-formation aux bénévoles qui souhaitent présenter le dispositif aux municipalités, aux élus, pour qu'à l'issue de cette formation, ben, les bénévoles sachent exactement de quoi ils parlent, sachent présenter le dispositif, sachent répondre aux questions. Et effectivement, nos bénévoles, leur mission principale, c'est d'aller à la rencontre des élus de leur territoire pour présenter le dispositif. Et ensuite, au siège de l'association, on a une personne qui est salariée de l'association et dont vraiment le travail consiste à accompagner toutes les personnes qui nous contactent, tous les partenaires qui veulent conventionner avec l'association. Elle est là pour les accompagner pour, in fine, aller à la pose de la boîte aux lettres papillon. D'accord. Ça, vous avez une estimation à peu près du temps. Alors, je sais qu'on va parler d'administration et tous ces trucs-là, mais vous savez combien de temps ça peut prendre à peu près? Pour le processus pour poser une boîte aux lettres papillon, c'est ça? Ouais, 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 à peu près. Oh, bah, généralement, c'est vraiment une question de volonté, hein, volonté des municipalités. Il y a certaines municipalités pour lesquelles ça peut aller très, très vite. Signature de la convention, acceptation des devis, formation de la personne ressource. Et ensuite, bah, on envoie le dispositif pour qu'il soit déployé. Et puis, il y a des municipalités pour lesquelles ça peut être plus long parce que ça met du temps à pouvoir passer, à trouver un créneau en conseil municipal pour que ce soit validé en conseil municipal. Donc, il y a vraiment, ça va de tout. Mais d'une façon moyenne, je dirais que entre le moment où on nous contacte avec la volonté de poser une boîte aux lettres papillon et le moment où la boîte aux lettres est effectivement déployée, il s'écoule en moyenne environ un mois et demi. D'accord. Ok, oui, c'est relativement rapide du coup quand même. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment une question de volonté ensuite. D'accord. Euh, alors du coup, euh, comment est-ce que ça fonctionne concrètement? C'est-à-dire que là, on a passé tout ce processus administratif. Une fois que la boîte aux lettres, elle fonctionne, elle est placée dans une école, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez dit qu'il y avait quelqu'un qui collectait les réponses, mais après, comment est-ce que ça se déroule finalement? Alors effectivement, quand la boîte aux lettres est déployée, à partir de là, 2 fois par semaine, au minimum, c'est l'obligation. Dans la plupart du temps, ce sont donc des policiers municipaux ou des gardes champêtres qui vont voir s'il y a des mots dans la boîte aux lettres. S'il y a des mots dans la boîte aux lettres, eh ben, ils récupèrent ces mots. Leur rôle à eux, c'est pas du tout de les lire, de les traiter. Leur rôle, c'est juste de les scanner et de les envoyer avec un petit formulaire à notre pôle psychologique via une adresse mail sécurisée. Et notre pôle psychologique, il est composé eh bien, des 3 psychologues de l'association qui, tous les jours, analysent et traitent tous les mots qu'on reçoit dans notre boîte mail. Et ce sont nos psychologues qui, selon la gravité et ou l'urgence, vont faire soit une information préoccupante qu'elles vont transmettre à la cellule du recueil des informations préoccupantes qui se trouve dans chaque département, soit bah, si on a un danger grave avec en plus une notion de danger immédiat, et ben là, elles vont faire un signalement au procureur de la République. Et puis enfin, pour les autres mots, les mots qui touchent au harcèlement scolaire, les mots qui touchent des problématiques un petit peu moins graves, eh ben, elles vont renvoyer un mail de préconisation à la personne référente qui est justement référente du dispositif sur le secteur, à charge pour cette personne de mettre en place un accompagnement local, de voir avec l'école pour les situations de harcèlement scolaire. Quoi qu'il en soit, il y a toujours une réponse qui est apportée au moindre mot qui nous est déposé par les enfants. Hmm. Et alors justement, admettons qu'on soit dans une situation de harcèlement scolaire, du coup le contenu en tout cas d'un message va revenir à la personne référente. Cette personne référente, du coup, c'est un des bénévoles dont vous parliez tout à l'heure, c'est bien ça? Non, cette personne référente, c'est une personne qui est pas bénévole parce que justement, nous, on a pris on a fait le choix de ne pas faire reposer notre dispositif sur nos bénévoles, Hmm. bah, qui sont par définition bénévoles, donc qui n'ont pas toujours la capacité, la possibilité d'agir. Donc non, la personne référente, c'est une personne qui est désignée aussi par la municipalité et généralement, ce sont des adjoints à l'enfance, des directrices, directeurs de l'enfance ou des directeurs de périscolaire. Et ce sont ces personnes qui, ensuite, en lien avec les écoles, essayent d'apporter des solutions aux situations de harcèlement scolaire, pour l'exemple, qui nous sont signalées. Puis de toute façon, on voit vite si rien n'a été fait, puisque finalement, on va vite retrouver des mots avec bah, soit des mots de la même victime pour nous parler de son harcèlement scolaire, soit des mots qui vont cibler le même auteur pour parler de harcèlement scolaire. Donc, on saura vite si quelque chose est fait ou pas derrière. Ça vous est déjà arrivé ça, de retomber à chaque fois? Oui, oui, ça arrive trop souvent pour moi en matière de harcèlement scolaire. Et là, dans ces cas-là, on passe le cran au-dessus, c'est-à-dire qu'on envoie un message au référent phare de l'académie pour signaler que voilà, dans cette école, il y a une situation de harcèlement scolaire qui perdure et que manifestement et malheureusement, l'établissement scolaire n'arrive pas à trouver
la façon enfin, les outils, les ateliers à mettre en place pour faire en sorte que cette situation cesse. Et donc là, ensuite, c'est le référent harcèlement qui reprend la main, le référent phare, pour essayer de faire avancer le dossier. D'accord. Et alors justement, parce que finalement, on ne sait pas trop si... Je ne sais pas en fait s'ils le prennent au sérieux ou pas, hein, je ne vais pas faire de suppositions, mais du coup, est-ce que c'est référent? Est-ce qu'ils sont aussi accompagnés par votre structure avec des formations aussi, ou en fait ils sont libres de gérer la chose comme... Les référents phares. Ouais. Alors, les référents phares, normalement, ils sont formés Hmm. par l'éducation nationale, ils ont des D'accord. outils par l'éducation nationale, et je dirais que la plupart du temps, ces référents phares sont vraiment très volontaires, très impliqués dans leur mission. C'est juste qu'ils n'ont pas toujours la connaissance de ce qui se passe dans les différentes écoles auxquelles ils sont rattachés. Et donc, nous, avec notre dispositif, on vient leur donner Hmm. connaissance. En fait, on n'est que des facteurs, on vient mettre en lumière une situation qui n'aurait pas été connue sans nos boîtes aux lettres papillons. Mais Ouais. à partir du moment où ils ont connaissance du dossier, je dirais que les référents phares sont vraiment des personnes qui essayent d'agir avec les outils qu'ils ont. D'accord. Ok. Euh, Alors justement, est-ce que au-delà des boîtes aux lettres papillons, parce que ça c'est quand même, on va dire, l'élément principal de votre association, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres projets, d'autres choses qui gravitent autour? Est-ce que vous proposez des formations aussi en plus aux enseignants, à des parents? Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça? Ah ben oui, nous on a autre chose qui gravite autour de nos boîtes aux lettres papillons. La deuxième mission de l'association Les Papillons, c'est la création de maisons papillons qui, une fois que la parole est libérée, permettent justement d'accompagner cette libération de parole. Et on a ouvert en octobre de l'année dernière notre première maison papillon là où se trouve notre siège, à côté de Perpignan. Et on est en train d'agir avec des fondations pour ouvrir une autre maison papillon dans les mois qui viennent du côté de Paris. Bah, la Maison Papillon, c'est un endroit en fait où nos psychologues font de l'accompagnement psychologique aux enfants victimes, mais aussi aux parents quand ils ne sont pas les agresseurs. Hmm. C'est un endroit où, en lien justement avec les psychologues, on propose gratuitement des accompagnements thérapeutiques pour que les enfants, les parents puissent reprendre confiance en eux avec toute une série de thérapies comme l'art-thérapie, comme la sophrologie, l'hypnothérapie, le MDR, enfin toutes ces thérapies qui permettent vraiment de se reconnecter et de pouvoir essayer d'avancer. On met en place aussi un accompagnement juridique gratuit qui a lieu au moins une fois par semaine. Et comme on est sur toute la France, ben, ces accompagnements, ils ont lieu en visioconférence. C'est 1 heure d'accompagnement avec, notre cabinet d'avocats et qui essaye de conseiller et qui essaye ensuite de suivre pour certaines affaires les familles qui en ressentent le besoin et qui en font la demande. On a aussi mis en place tous les lundis des groupes de parole à destination d'une part des victimes adultes, mais qui ont été victimes dans l'enfance. Donc, Hmm. on a 3 groupes de parole pour cette catégorie-là, où là, pendant 7 mois, nos psychologues accompagnent à raison d'une session par mois, accompagnent ben, les personnes qui font partie de ce groupe de parole. Et puis, d'une façon plus ponctuelle et plus récurrente, on a aussi des groupes de parole, toujours animés par nos psychologues, qui sont cette fois-ci à disposition des accompagnants, des familles, des époux, des conjointes, pour justement faire face quand une situation a été révélée. Et c'est bien compliqué de pouvoir agir sur tout ça. Et puis, on met en place aussi dans cette maison papillon des ateliers de prévention et de sensibilisation pour les enfants. Alors, on a 2 tranches d'âge, les 3-5 ans et les 6-10 ans. Et là, c'est sous forme de jeux, sous forme d'ateliers. On aborde un petit peu toutes ces questions liées au rapport à l'intime, la notion de consentement, ces questions qui sont un petit peu compliquées à aborder pour les parents. C'est pourquoi les psychologues ont mis en place des ateliers pour accompagner les parents sur ces explications nécessaires si on veut construire des adultes responsables sur ces matières-là. Hmm. Et alors ça, justement, sur ce dernier point, donc ça se fait au sein de la maison papillon, hein, Oui, c'est ça? Euh, ça c'est en présentiel, oui, tout à fait. C'est D'accord. trop compliqué de le faire en visioconférence. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il y a pour projet, je ne sais pas, hein, mais de le proposer carrément à l'éducation nationale, que ça fasse partie, enfin, que ce soit pas que cantonné aux maisons papillons, mais que ça fasse partie, tout comme on peut avoir des intervenants dans les écoles pour plein d'autres sujets. Alors, on est en train de regarder ce qu'ils vont mettre en place ou pas, leur programme sur la vie affective, l'éducation un petit peu à cette vie affective, qui est l'éternel
l'éternelle arlésienne dans l'éducation nationale. Donc, on est en train de regarder. Sur le papier, ça a l'air plutôt bien. Donc, on est en train de regarder. Nous, il est vrai qu'on a sollicité un agrément national pour pouvoir intervenir dans les classes, puisque là, quand on pose nos boîtes aux lettres papillons, comme on n'a pas l'agrément national, on sensibilise les enfants pendant le temps périscolaire, normalement sur la D'accord. pause méridienne. Le but pour nous avec l'agrément, c'est de pouvoir aborder ces thématiques-là dans les classes. Et Mm. effectivement, on sera très vigilant sur ce temps qui est proposé par l'éducation nationale à l'éducation à la vie affective, sachant que nous, dans notre sensibilisation, on aborde ces questions liées à l'intime. Donc, ça peut que compléter un petit peu ce temps-là. Mm. Et par rapport à l'expérience que vous avez, vous pensez qu'il faut combien de temps justement accordé à ça sur une année scolaire, par exemple? Est-ce que ça, il y a besoin que ce soit régulier tous les mois ou est-ce que c'est une seule fois par an? Alors, je pense qu'il faut trouver un juste équilibre entre une seule fois par an et tous les mois. Je pense que un petit rappel une fois par trimestre, de petits cours complémentaires qui seraient basés sur une fois par trimestre, je pense que ça peut être important et intéressant puisque ça permet une certaine forme de récurrence sans que ça soit trop, pour pas que Mm. les enfants aient cette impression qu'on vient leur rabâcher quelque chose, pour pas les perdre aussi dans un sujet qui souvent les fait plus rire qu'autre chose. Donc voilà, je pense qu'une fois par trimestre sur des thématiques précises, en rappelant un petit peu ce qui a été dit la fois d'avant, ça me semblerait quelque chose de bien, en fait. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a certaines difficultés ou défis que vous rencontrez quand vous justement devez mettre en place bah, toutes ces actions que vous avez décrites? Alors peut-être qu'il y en a d'autres que vous allez nous révéler, mais est-ce qu'il y a des difficultés ces derniers temps ou est-ce qu'il y en a eu? Ah, les difficultés par rapport à nos boîtes papillons, nos boîtes aux lettres papillons sont toujours les mêmes, hein. C'est les difficultés que nous font certaines directions académiques qui ne veulent pas de nos boîtes aux lettres papillons, qui font des injonctions très fortes aux municipalités pour leur demander de ne pas poser de boîtes aux lettres papillons dans les écoles. Il faut savoir quand même que les écoles primaires appartiennent aux municipalités, je veux dire les murs appartiennent aux municipalités, et le temps périscolaire dans lequel on intervient appartient aussi aux municipalités. Donc finalement, l'éducation nationale n'a absolument aucun mot à dire sur ce qu'une municipalité veut faire de son temps périscolaire et de ce qu'elle veut apposer sur ses murs. Mais on a quand même des directions académiques qui font beaucoup de pression et certaines municipalités, et je peux le comprendre, qui n'ont pas envie de se mettre l'éducation nationale à dos et qui font marche arrière alors que tout était OK pour mettre une boîte aux lettres papillon, font marche arrière. Il y en avait beaucoup plus avant, ça commence à se réduire un peu. J'ai moi-même été reçu par la directrice académique de Paris lorsqu'on a posé notre première boîte aux lettres papillon à Paris, qui m'a montré quand même un côté plutôt favorable à notre dispositif. Mm. Donc ça a encore tendance à se réduire, mais voilà, il y a encore des inspections académiques qui, dans des réunions publiques, disent que des enquêtes seraient ouvertes contre nous, voilà, qu'on est une secte et qu'on crée un circuit parallèle de la protection d'enfance, alors que non, nous, quand on a une situation grave, on la transmet dans le circuit où cette information doit être transmise. Donc, ça, c'est vraiment notre principal frein. Mm. J'espère vraiment que cette nouvelle demande d'agrément qu'on a faite va trouver une issue positive, mais c'est vraiment notre principal frein. Ça ne nous empêche pas de nous déployer puisque on monte de façon raisonnable et raisonnée tous les ans le nombre de boîtes aux lettres qu'on installe. On a fini l'année dernière en ayant posé 277 boîtes aux lettres. Cette année, on en est déjà quasiment à plus de 380 depuis le mois de septembre. Donc, on monte de façon graduée. Mais si on n'avait pas ces difficultés avec l'éducation nationale, on pourrait parfois même contractualiser directement avec les écoles, puisqu'il y a beaucoup d'écoles tous les Mm. jours qui nous écrivent, qui nous font une demande de devis, qui nous envoient un formulaire de contact, parce qu'elles veulent mettre en place le dispositif des boîtes aux lettres papillons. Donc, quand on Ouais. aura cet agrément, ça sera sans doute plus simple. Donc, ça, c'est vraiment pour nous la principale difficulté, et je dirais quasiment même la seule difficulté. D'accord. Et alors justement, j'imagine que ça doit être votre objectif, enfin un objectif principal en tout cas pour cette année. Et qu'est-ce que nous, personnes lambda ou même, alors il y a les dons, tout ça, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous aider là-dedans? Alors, déjà, je profite de votre podcast pour remercier les personnes qui nous font des dons, puisque je trouve que c'est un honneur pour nous et une chance, et en même temps quelque chose qui nous oblige. C'est que, par exemple, l'année dernière, on a 1100 donateurs qui, au total, nous ont fait pour plus de 100 000 euros de dons. Mm. Donc, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors oui, il y a toujours cette partie dons, mécènes qu'on essaye, parce que nous, on n'avance qu'avec des fonds privés. Donc,
Il y a vraiment cette partie qui est importante, mais je dirais la partie aussi la plus importante, bah, c'est justement de pouvoir rejoindre l'association pour savoir de quoi on parle et pour aller ensuite à la rencontre de ces élus, à la rencontre des écoles pour leur proposer la pose d'une boîte aux lettres papillon. Et nous, c'est ce qui nous fait avancer, c'est petit à petit bah, de pouvoir installer nos boîtes aux lettres papillons un petit peu partout sur le territoire. D'accord. Ok. Euh, du coup, ouais, le type de soutien dont vous auriez plus besoin, ce serait évidemment financier parce que voilà, notre monde tourne autour de ça, mais aussi humain, de proposer aussi son temps bénévolement pour... Oui, c'est ça. Nous, moi, je crois qu'on est vraiment une des rares associations où nos bénévoles bah, sont là pour agir, pas simplement pour payer une cotisation, qu'on a voulu d'ailleurs très peu élever pour permettre à tout le monde de nous rejoindre, puisque pour une année pleine, la cotisation, c'est 15 euros, quoi. Mais nous, on a vraiment voulu que les gens se disent, bon, bah, en adhérant à l'association Les Papillons, je peux devenir actrice, acteur de la Mm. protection de l'enfance, je peux me former, savoir de quoi parle cette association, quel est le dispositif pour ensuite aller voir mes élus et les convaincre de contacter l'association une fois que je leur aurai tout présenté pour qu'on puisse avancer vers un conventionnement. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est une chance d'être actrice, acteur à nos côtés. Et si on n'arrive pas à aller voir nos élus, bah, on peut déployer nos affiches, on peut donner de la visibilité, mettre des tirelires papillons chez les commerçants. Enfin, il y a vraiment toujours une possibilité de nous aider. C'est vrai que d'un côté, il y a la partie dons, mais je dirais que les dons, ben, les gens, naturellement, ça arrive tous les mois. Les dons et les mécènes, ça arrive d'une façon naturelle tous les mois. Mais plus on parlera de nous et plus finalement on aura des dons et des mécènes. Et pour parler de nous, ben, il n'y a pas de mystère, il faut qu'on installe des boîtes aux lettres papillons. D'accord. Alors justement, ça allait être une de mes questions, s'il y avait dans justement ce caractère bénévolat, est-ce qu'il y avait d'autres missions que juste aller voir les élus? Parce que forcément, je me place à ma place parce que je peux faire que ça. Euh, moi, ça me plairait de pouvoir être plus actrice et pas juste donner de l'argent, mais donner mon temps et donner ma personne. Euh, mais j'avoue que l'idée d'aller voir des élus, Oui, euh, c'est pour ça. C'est pour c'est ça en pas fait qu'on a créé évident. c'est pour ça qu'on a créé même trois catégories de bénévoles, enfin de cotisation. On a les adhérents solidaires, c'est-à-dire les gens qui nous disent, ben moi je vous soutiens, je paye ma cotisation, mais alors je ne peux pas agir parce que j'ai pas le temps, mais voilà, je paye ma cotisation, je vous soutiens. On a les bénévoles qui eux nous disent, ben, qui nous rejoignent, c'est le même tarif de cotisation, mais qui nous disent, ben moi je me sens pas trop à l'aise pour aller voir les élus. Mais en revanche, je suis plus à l'aise pour organiser des choses, pour vous donner de la visibilité, pour mettre des affiches, pour mettre des tirelires papillons chez les commerçants, où à la fois, ben, on aura un petit peu de dons et puis on aura aussi avec les QR codes ben, les gens qui pourront scanner et venir voir qui on est. Et puis Mm. on a la dernière catégorie de nos bénévoles qu'on appelle les référents et qui, eux, suivent une formation pour pouvoir aller parler du dispositif aux municipalités. Donc vraiment, on a essayé de graduer l'investissement que les personnes pouvaient être en capacité de donner parce que tout le monde ne peut pas aller voir son élu, son maire, surtout quand on est dans des grandes villes, quand on est face à des grandes municipalités, etc. Ce n'est pas toujours facile. Et c'est pour ça qu'on a créé vraiment ces différentes catégories de bénévoles pour que chacun puisse agir comme il le ressent. Et surtout, parce que c'est souvent une des questions qu'on nous pose, combien de temps ça prend? Eh Mm. ben, moi, je dis, pour nous, il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire que chacun donne le temps qu'il veut y donner. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Quand un bénévole nous rejoint, on ne lui dit pas, bon, il faut que tu aies installé une boîte aux lettres avant le mois de juin ou il faut que tu aies installé trois tirelires papillons chez les commerçants. Non, chacun vraiment y va à son rythme avec le temps qu'il a parce que je n'oublie pas que ben, ce sont des bénévoles et que les bénévoles, ils ont beaucoup de choses à faire et qu'ils nous font déjà le plaisir et l'honneur de nous rejoindre. Ce n'est pas pour leur imposer de faire X choses dans un temps imparti. Ok, très bien. Bon, bah, ça répond bien à ma question du coup. Oui, je Et pense. Hein. ces tirelires papillons, elles existent depuis combien de temps? Alors, les boîtes aux lettres papillons, elles existent. La première boîte aux lettres, elle a été déployée en mars 2020. Les Hmm. tirelires papillons, bah, c'est sur ces petites tirelires qu'on met chez les commerçants, qui elles existent, bah, je crois, depuis qu'on a créé l'association et les papillons. C'est vraiment. Mais parfois, enfin, on a l'impression que ça fonctionne pas trop, mais à chaque tirelire ramène quand même Ouais. son lot de petites monnaies. Et quand on additionne tout ça, ça fait des sommes importantes en fin d'année, enfin en fin de mois, puisque tous les mois, il y a des collectes des tirelires. Les Mhm. bénévoles vont voir les commerçants pour ils leur font remplir un petit document. Et puis comme ça, il y a la collecte de l'argent qui est dans la tirelire. Mais surtout aussi, bah, comme la tirelire, je dirais, customisée, donc avec un QR code qui permet d'arriver sur la page du site internet de l'association, avec quelques petites explications sur qui on est, bah, la tirelire, voilà, c'est un objet qu'on peut prendre dans la main, on peut le tourner, regarder qu'est-ce que c'est que les papillons. Et ça aussi, outre l'aspect don de proximité, ça a aussi la grande force d'être un outil de communication de proximité aussi. Hmm. Ok.
Est-ce que vous avez des projets spécifiques là alors il y a évidemment toujours le déploiement des boîtes aux lettres, mais est-ce qu'il y a, il y a les maisons papillons? Est-ce qu'il y a autre chose qui est dans les tiroirs ou pour cette année au moins? Bah, c'est déjà des gros projets, hein, les Oui. boîtes aux lettres papillons, la maison papillon, travailler sur l'ouverture d'une deuxième maison papillon. Ça aussi, c'est un gros projet, surtout qu'on sait l'incidence que ça aura sur Paris. Hmm. Mais il y a un troisième projet sur lequel on travaille aussi, c'est la création d'un petit livret de sensibilisation qu'on donnerait directement aux enfants, notamment pour les boîtes aux lettres qui sont déployées dans le monde du sport. Ça serait un livret avec, sous forme d'enquête, d'énigmes à résoudre. Les enfants arriveraient comme ça avec nos personnages de Léon le papillon arriverait à s'auto-sensibiliser avec des petits jeux, arriverait à avoir des petites clés sur les violences faites aux enfants. Et ils auraient aussi une explication sur notre dispositif qui sera déployé dans le club ou dans l'école où on leur remettra ce livret de sensibilisation. Donc ça, on est en train de travailler là-dessus. Déjà en termes de qualité, parce que nous, on veut vraiment que ça soit un joli petit livre qu'on remette aux enfants. Et puis en termes du coup, de coût, parce que c'est vrai que là, remettre un vrai livre comme ça aux enfants, ça a un certain coût. Donc, on a déjà fait une vingtaine de pages de ce livret. Je crois qu'il nous en reste encore une dizaine, quinzaine à faire. Hmm. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel on travaille. On est toujours en train de réfléchir à comment évoluer, comment aller toucher les enfants au plus près. Et on regarde justement comment fonctionnent certaines boîtes aux lettres. Et c'est vrai que dans le monde du sport, parfois les temps de sensibilisation sont un petit peu plus compliqués. C'est compliqué d'amener soit un ordinateur portable, soit un petit écran au milieu du terrain parce qu'il n'y a pas d'électricité, etc. Donc, les sensibilisations ne sont pas toujours optimales et donc du coup, ce sont parfois des boîtes aux lettres qui ne fonctionnent pas trop, contrairement aux boîtes aux lettres qui sont déployées dans les écoles qui, elles, fonctionnent vraiment beaucoup. Donc voilà, pour essayer de pallier à ça, on essaye, comme on est conventionné avec le ministère des Sports, on essaye de leur offrir quelque chose de qualité pour que ça ait un sens de poser une boîte aux lettres papillon dans un club de sport. Ok. Alors justement, vous parliez de ces boîtes aux lettres dans les écoles et donc aussi effectivement dans les clubs de sport. Est-ce qu'il y a un autre lieu de prédilection dans lesquels on pourrait poser ces boîtes aux lettres ou c'est vraiment les deux principaux? Alors ça, ce sont les deux principaux, mais on peut les mettre aussi dans les maisons des jeunes, dans les centres de loisirs. En fait, on peut mettre une boîte aux lettres papillon dans tous les endroits où on accueille des enfants, mais où surtout il y a une récurrence. C'est-à-dire qu'on peut retrouver les enfants si jamais les enfants écrivent quelque chose de grave. Il Mm. faut que nous, on puisse contacter l'administration du lieu pour dire, bah voilà, vous pouvez nous donner l'adresse de tel enfant, nom, prénom, parce qu'on doit faire une information préoccupante ou un signalement. Donc, finalement, je dirais que partout où on peut retrouver les enfants et où il y a des enfants, on peut mettre une boîte aux lettres papillon. D'accord. Ok. Alors ben justement, dans les personnes qui vont écouter ce podcast, il va y avoir des personnes, des particuliers, mais aussi peut-être des gens qui travaillent dans des entreprises. Est-ce qu'il y a des entreprises qui vous aident? Alors, vous parliez de mécénat tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres façons de vous aider, peut-être quand on est dans cette catégorie-là aussi? Alors, on a toutes les différentes formes de mécénat. On a des mécénats financiers. Et là, notre premier mécène, c'est Burger King France, qui tous les ans reverse, à l'occasion de la journée de lutte contre le harcèlement scolaire, reverse tous les bénéfices des menus King Junior à l'association Les Papillons. Ça, voilà, ça c'est quelque chose d'important. On a d'autres petits mécènes comme ça. On signe aujourd'hui même d'ailleurs une convention avec Pierre et Vacances Center Parks et dans cette convention qu'on signe avec Pierre Vacances Center Parks, il y a outre l'aspect mécénat financier, mais il y a aussi quelque chose pour nous qui est très important, c'est-à-dire le mécénat de compétences des entreprises qui mettent à disposition les compétences de l'entreprise, des salariés. Dès qu'on a une question, on peut saisir quelqu'un voilà, qui est le lien dans l'entreprise et eux, ils nous mettent à disposition gratuitement les compétences dont on a besoin pour pouvoir faire face à telle ou telle situation. Et puis, on a aussi des entreprises où, sur une journée dans l'année, les salariés décident, justement, on en parlait tout à l'heure, décident d'aller déposer le plus de tirelires papillons possible chez les commerçants. Donc, ça permet de parler de l'association aux personnes qui sont dans les commerces, ça permet de poser une boîte aux lettres papillon, ça permet dans cette journée-là de faire des actions impactantes. Et puis, ça permet surtout après, tous les mois, les salariés retournent voir le commerçant pour faire la collecte de ce qu'il y a dans la boîte aux lettres, pour pouvoir. Donc, voilà, il y a ces différentes formes de mécénat qui pour nous sont vraiment importants, mécénat de compétences, mécénat en nature et mécénat financier.
D'accord. Et alors, j'étais en train de réfléchir aussi à d'autres endroits, mais c'est certainement plus difficile dans tout ce qui est hôpitaux. Alors, les hôpitaux privés, ils sont privés, mais les hôpitaux publics, est-ce que vous avez le droit d'aller dans ces endroits-là ou pas? Alors, on est souvent sollicité par, oui, on a le droit, on est Ouais. sollicité hein, par des directrices, directeurs de services médicaux dans les hôpitaux. La difficulté, ça reste toujours la récurrence, parce qu'il y a un enfant qui va peut-être passer et dont les parents, voilà, on va pas forcément pouvoir suivre l'enfant derrière. Il va D'accord. passer une fois. Alors, certes, on aura ses coordonnées, mais nous, on Mm. va pas pouvoir suivre, on va pas pouvoir l'informer qu'on a bien eu son mot, etc. Donc, Mm. c'est pour ça que dans les hôpitaux qui nous ont contactés, on a envoyé des affiches, on a envoyé des flyers, des choses comme Ouais. ça, mais on n'a jamais posé de boîte aux lettres parce que c'est la difficulté pour nous de retrouver l'enfant. D'accord. Ok. Euh, Par rapport à votre histoire, par rapport à cette association, est-ce qu'il y a un message que vous voudriez transmettre, que ce soit aux enfants ou aux familles? Vous disiez tout à l'heure, il y a les enfants, enfin en tout cas il y a les victimes, et puis il y a aussi les accompagnants. Donc comment est-ce qu'on accompagne? Par rapport à... Parce que du coup c'est depuis 2020, hein, vous aviez dit la première boîte aux lettres, donc finalement vous êtes dans la cinquième année, donc j'imagine que vous avez déjà un- un recul de ce qui a été, des belles actions certainement qui ont donné de très belles choses aussi derrière. Euh, Est-ce qu'il y a un message à transmettre? Est-ce que vous voyez quelque chose, une belle évolution? C'est quoi votre, on va dire plus votre avis personnel à vous de tout ça? Alors, mon avis personnel, c'est vrai que il faut croire les enfants. Et c'est vraiment ce que je veux dire aux adultes, c'est qu'il faut croire les enfants et surtout, malheureusement, la plupart du temps, que ce soit dans nos boîtes aux lettres pour les mots les plus graves ou que ce soit dans les faits divers qu'on entend, on se rend compte que les enfants, ils ont parlé, mais les adultes, ils n'ont pas cru, les adultes, ils n'ont pas écouté et ils n'ont pas agi derrière. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je veux dire, c'est qu'il faut croire à les enfants. Et puis aux parents qui ne sont bien évidemment pas les agresseurs et qui reçoivent cette parole libérée, quelles que soient finalement les violences subies par leurs enfants, c'est toujours un choc, hein, parce que nous, on veut protéger nos enfants et quand on se rend compte qu'on a failli, eh ben, on perd pied, on perd confiance. Il faut surtout pas hésiter, et c'est nous c'est aussi le parti pris de l'association, c'est il faut surtout pas hésiter à se faire aider quand on est parent, parce que quand on est parent, qu'on est à terre, on va pas pouvoir aider ses enfants à Mm, aller mieux si nous-mêmes on est complètement fracassés parce que l'enfant vient de nous révéler. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire aider, à se faire accompagner. Mais vraiment, la première des choses, c'est croire les enfants. Et moi, je vois avec tout ce qu'on a vu dans l'association, avec certains procès qui ont été retentissants, dont on a parlé, comme les premiers procès papillons, ce grand-père qui a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viol et agression sexuelle suite à un mot qu'avait déposé une petite fille dans nos boîtes aux lettres papillons. Ben, je me dis que ben voilà, c'est quand aucun adulte ne vient travestir la parole de l'enfant, puisque nous, quand on reçoit un mot d'un enfant, on fait partir un signalement au procureur de la République, mais on le fait partir avec le mot de l'enfant. Donc finalement, il n'y a aucun adulte qui vient travestir les propos de l'enfant. Et ben, on se rend compte que quand aucun adulte vient travestir les propos de l'enfant, et ben, la justice passe. Et avec l'association Les Papillons, on se rend compte qu'elle passe systématiquement. Donc, on aurait tout à gagner justement à éviter de travestir, d'édulcorer nos mots d'adultes. Même quand on croit bien faire, nos mots d'adultes viennent toujours contrecarrer et édulcorer les mots d'enfant. Ils n'ont pas la même force. Donc, il ne faut pas hésiter à faire écrire son enfant, même si c'est en dehors complètement de la boîte aux lettres papillon. Mais quand un enfant nous dit quelque chose, pour être certain de retranscrire justement ce qu'il nous mm, dit, ben, rien de mieux que de le laisser dire lui. Et donc, vraiment, de ne pas hésiter à le faire écrire, ce qu'il veut nous dire, parce que ça a tellement de force derrière. Donc, c'est ça que je retiens de ces années d'expérience, c'est que nous, contrairement à ce qu'on peut entendre, nous, la justice, elle est toujours passée. La parole de l'enfant, elle est livrée telle qu'elle à la justice. Et c'est très impactant pour un magistrat de recevoir des mots très durs, mais mm. écrits avec toute la fragilité tremblantante de l'enfant. Et je crois que c'est vraiment ça qui fait la force de nos dispositifs et c'est ce qui permet d'ailleurs derrière qu'il y ait toujours des actions qui sont enclenchées. Oui. Ça me fait penser, bon, après vous nous direz où est-ce qu'on peut vous retrouver, mais sur votre page Insta où parfois vous avez partagé des mots et effectivement de voir bah, l'écriture d'un enfant quoi, avec des grosses lettres et puis un peu tout tordu, sauf qu'ils emploient des mots
horrible en fait. Et effectivement, cet impact de l'écriture, on peut pas changer ce qui est marqué. Donc, Oui, et c'est vrai qu'on me le reproche souvent, enfin pas souvent, mais des personnes me reprochent de me servir des mots d'enfant. D'abord, on les anonymise, hein, ces mots, donc il n'est pas question de savoir qui est cet enfant, etc. Ensuite, on est dans une société où les gens ont besoin, ils ne croient que ce qu'ils voient. Donc, ils entendent beaucoup parler des boîtes aux lettres papillons, sauf que ça reste pas palpable, alors que quand on met un mot, bah, c'est toujours les ouais, publications qui font le plus de centaines de milliers de lectures parce que finalement, les gens, ça les choque. Et nous, on veut montrer et on veut montrer crûment ce que c'est que la violence faite aux enfants. la C'est réalité. justement voilà, cette réalité, ce paradoxe entre une écriture fragile et des mots terrifiants et glaçants. Mm, C'est ça, la violence faite aux enfants, et il faut avoir le courage de la regarder en face. Et c'est ce qu'on essaye de faire de façon, je dirais, régulière, en mettant de temps en temps, comme ça, effectivement, des mots anonymisés pour que les gens prennent bien conscience de ce que vivent et de ce que subissent les enfants au quotidien. mm. Alors justement, j'étais en train de penser aux autres comptes Instagram que je peux suivre. Est-ce que vous avez déjà fait des associations avec d'autres associations en lien avec ces violences faites contre les enfants? Je pense c'est collectif enfance préservée ou quelque chose de ce style-là, mais il y en a plus, il y en a plein d'autres aussi. Mais est-ce qu'il y a des projets peut-être en cours avec eux? Alors, il n'y a pas de projet en fait avec personne. C'est vrai que dans la protection de l'enfance, chacun est dans son tunnel. Mm, Chacun, on a des missions différentes, mais on se retrouve tous au fond sur la même chose. Mais, euh, mais il y a très très peu finalement. Oui, alors il y a des collectifs. Moi, je fais partie, l'association Les Papillons, fait partie des associations qui ne signent pas de pétition, qui ne va pas, parce que bon voilà, c'est beaucoup de temps passé à lire, à relancer, etc. Et nous, on n'est pas dans cette action-là. Il y a des associations qui le font très bien, il y a des personnalités qui le font très bien. Je pense à Arnaud Gallet avec Move Enfant, tout ça. C'est la façon de combattre, c'est pas la mienne, mais je mm, respecte beaucoup Arnaud Gallet. Mais moi, le point levé comme ça, c'est quelque chose qui me heurte. Mais je sais qu'il en faut, je sais qu'il faut que des paroles soient portées comme ça. Et donc, je respecte ces personnes qui le font. Mais voilà, chacune des associations a sa façon d'agir. Toutes vont dans le même sens, mais voilà, on a chacune nos façons d'agir, chacune nos missions. Et finalement, il y a très peu d'actions menées en commun. Alors, c'est peut-être un tort, mais je dirais que la protection d'enfance, c'est comme ailleurs, hein. Ce n'est pas un monde toujours très sympa, hein. Il y a beaucoup de gens parce que il y a des subventions à aller glaner, il y a bon, nous, l'association Les Papillons, je vous ai dit, la seule subvention publique sur un budget de 500 000 euros, la seule subvention publique, c'est 15 000 euros du ministère des Sports. Donc, nous, on vient prendre la part de personne. Mais il y en a pour qui ils fonctionnent avec une grande majorité de leurs fonds qui sont des fonds publics. Donc, mm. forcément, c'est à celui qui aura la plus grosse subvention qui sera. Et donc, forcément, ce n'est pas toujours un monde voilà, très sympathique. Et moi, j'essaye de m'écarter de tout ça. Il y a des personnes, des associations que je respecte beaucoup, mais d'une façon globale, l'association Les Papillons essaye de se tenir à l'écart de tout ça et de mener sa mission. Et quand une association nous sollicite selon l'association dont il s'agit, bah oui, on peut faire des choses ensemble, mais c'est vraiment pas notre cœur et notre priorité. D'accord. Euh, Si vous aviez un grand rêve ou un grand espoir pour cette association, en quelques mots, qu'est-ce que ce serait? Eh ben déjà, j'espère que ce sera un rêve qui verra bientôt jour, c'est-à-dire d'avoir l'agrément national, puisqu'on a Mhm. tellement été stigmatisé par l'éducation nationale que voilà. Un grand rêve, mais je dirais que c'est un peu paradoxal, c'est qu'il n'y ait plus d'association Les Papillons, et c'est que l'État prenne à bras-le-corps cette notion-là, demande à ce que obligatoirement il y ait une boîte aux lettres, comme on a créé les 119, qu'il y ait une boîte aux lettres papillon dans toutes les écoles, et que peut-être que l'association Les Papillons soit comme l'association e-enfance qui avait fait qui a fait le 30-18. Peut-être que voilà, qu'on soit institué comme une mission de service public, mais alors, finalement, que ça soit inscrit dans la loi, qu'il y ait des boîtes aux lettres obligatoires et que ce soit plus nous qui gérions ça, ben, finalement, c'est paradoxal, hein, puisque ça fera que j'aurai des salariés au chômage. Mais, euh, mais finalement, je pense que c'est un peu mon rêve, oui, c'est qu'on puisse mettre des boîtes aux lettres partout. Alors, si c'est par le biais de l'association Les Papillons, il n'y a pas de souci, on gérera. Si c'est par d'autres biais, on peut gérer aussi. Hmm. Ok. Ben, merci beaucoup. Ah, c'est moi, Aurélie, qui vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez partager qu'on n'aurait peut-être pas abordé ensemble? Oh, ben, je crois qu'on a tout abordé, à la fois la partie technique, la partie un peu plus
les rêves, etc., les blocages. Donc non, je crois qu'on a vraiment tout abordé. C'était sympa. C'était très bien. Ok. Bon, bah merci à vous en tout cas. Si peut-être, bon, je remettrai dans la description évidemment j'ai arrivé, l'URL de votre site, enfin voilà, tous les réseaux sociaux. Mais donc tout à l'heure, j'ai parlé du compte Instagram. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur d'autres réseaux sociaux peut-être où vous partagez des infos? Oui, on peut nous retrouver. L'association Les Papillons a un compte Facebook. Moi-même, j'ai mon compte Facebook personnel. L'association a un compte Instagram. Moi-même aussi, j'ai Laurent Boyer, Association Les Papillons sur Instagram. Et puis, et là, pour pas de multiplier, il y a aussi moi sur LinkedIn, Association Laurent Boyer Les Papillons sur LinkedIn. On peut nous retrouver aussi sur Twitter, mais franchement, Twitter, c'est un réseau dont j'essaye de m'éloigner de plus en plus tellement il est dur et plein de haine, donc on y est de moins en moins. Ok, d'accord. Pas de chaîne YouTube, pas de vidéo en Pas préparation. encore de chaîne YouTube, des vidéos, c'est une idée qui nous trottine d'essayer de voir si quelqu'un pourrait comme ça nous accompagner pour nous faire des belles vidéos impactantes, tout ça, parce Hmm, que nous, on ne sait pas faire, donc on voudrait trouver ça. Mais pour l'instant, on n'a pas de chaîne YouTube. d'accord. Bon, du coup, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît en vidéo et Ah, qui... mais tout à fait. Et qui veut nous aider à faire des jolies choses comme on peut Ouais. voir ailleurs, comme font les influenceurs. Mais je suis tout à fait partant parce que ça fait partie des petites choses que j'aimerais développer, mais qu'on ne fait pas parce que quitte à le faire, autant le faire bien. Et vraiment, il y a quelque chose que je déteste, c'est que l'association passe pour une association d'amateurs, quoi. Et donc, Mhm. tout ce qu'on fait, on essaie de le faire de façon la plus professionnelle possible. Et si on fait des vidéos, il faut que ça soit vraiment professionnel aussi. D'accord. Ok. Bon, bah voilà, le message est passé. J'espère que la magie de la vie mettra en relation les bonnes personnes. Ce serait Et chouette. pourquoi pas? Mais bien sûr. Bon, bah, je mettrai tout ça, en tout cas, les liens dans la description pour que les gens puissent suivre et puis et voir par eux-mêmes de toute façon. Euh, Autre chose ou tout est dit finalement? Je crois que tout est dit, ou alors il y aurait trop à dire. Donc non, je pense que c'est OK là. Vraiment, merci beaucoup pour ces échanges et cette qualité de question qui permet à la fois de parler à la fois de la technicité de l'association et sur des choses un peu plus générales. Donc c'était parfait. Avec grand plaisir. Merci à vous en tout cas d'avoir répondu présent. Merci beaucoup. C'était important pour moi. Donc je le rappelle, c'était une interview dans le cadre du podcaston qui met justement en avant des associations. Voilà, moi j'ai choisi votre association, comme on l'avait dit, tout simplement parce qu'elle me tient à cœur, parce qu'elle parle d'un sujet qui me touche forcément et que quand j'ai été contactée par le podcaston, je me suis dit, mais ah mince, qu'est-ce que je vais bien pouvoir... Et puis en fait, j'avais complètement oublié que je suivais déjà votre association depuis plusieurs années. C'était tellement devenu finalement habituel. Donc ça m'a permis aussi, moi, de me remettre dedans et puis bah, pourquoi pas de réfléchir aussi au temps que je pourrais investir un peu plus longuement en tant que bénévole, je ne sais pas, voilà, à réfléchir. Mais en tout cas, ça, c'était ma façon à moi aussi de mettre aussi du temps là-dedans. Donc merci de m'avoir permis de réaliser ça aussi. Une très belle façon. Bah, c'est moi qui vous remercie et puis j'espère vous dire à très bientôt alors. Oui, avec plaisir. À très bientôt. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.